le trading, c'est un métier, ça s'apprend. Alors évidemment, on fait plus de performances qu'un quelqu'un qui va investir, c'est normal, on passe plus de temps. Heureusement que le rendement est plus intéressant. Le risque est un peu plus aussi, voilà, avec plus de risques évidemment. Avec plus de risques. De toute façon, on n'a rien sans rien dans la vie, tu le sais aussi bien que moi. Quoique, toi, t'as investi avec 5 000 euros pour faire 12 millions de chiffre d'affaires. le ratio est incroyable. Donc il y a énormément de contraintes pour ouvrir un broker, mais en effet, j'avais déjà de l'argent. Donc quand j'ai été voir des investisseurs, j'avais déjà investi 1 million d'euros personnellement. J'avais déjà une application qui était prête et on était en cours d'obtention de licence. Parce que FTX, ils étaient aux Bahamas. Ils étaient aux Bahamas, mais ils avaient aussi des régulations à Chypre. Ah d'accord. Ouais, mais le problème, c'est que tous les régulateurs au moment de FTX se sont remis en question. Ouais, ils se sont dit, il faut qu'on sécurise encore plus Exactement. les choses. Ouais. Donc on n'est pas arrivé au bon moment, mais d'un autre côté, ça nous a permis de construire une plateforme encore meilleure. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y en a beaucoup qui disent, mais Chypre, c'est une réglementation, pas dire bancale, mais souvent ça fait peur, Chypre. Alors moi je connais un peu l'historique de Chypre. Est-ce que tu peux répondre à ces personnes qui disent oui mais c'est à Chypre, j'ai pas confiance? Moi très honnêtement, je me suis déjà intéressé à créer un broker. J'avais regardé des solutions pour créer une boîte à l'étranger qui s'occupe juste de la partie courtage avec une juridiction extrêmement souple. Ensuite créer une boîte en Union Européenne, par exemple en Estonie, pour accepter les paiements. Enfin j'avais réfléchi à toute une infrastructure pour commencer. On est la première plateforme à proposer des produits structurés à partir de 150 euros, qui est généralement réservé aux personnes vraiment fortunées à partir de 100 000, 150 000 euros minimum en banque privée. Nous, on le rend accessible à partir de 150 euros. Il y a des centaines de milliards sur le livret A avec un taux à 3% alors qu'on a une inflation à 5%. Et on le voit aujourd'hui en France, il y a entre 8 et 10% de la population qui investissent sur le marché boursier. Que 8 à 10%. Ouais, c'est rien. C'est rien. Peut-être que ça a évolué sur cette dernière année, mais aux États-Unis, on a 56%. La bourse, en fait, c'est un des vrais piliers de création de richesse. Il y a l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat. En fait, il y a plein d'autres éléments. Une des raisons pour laquelle j'ai créé ce broker, c'était ta question, c'est que depuis petit, j'ai toujours rêvé d'être dans la finance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, un podcast. Une nouvelle fois, je suis aujourd'hui à Genève avec Clark, qui est le fondateur d'un broker réglementé en Union Européenne qui propose des produits d'investissement, donc un petit peu différent du day trading. Il va nous présenter tout ça. C'est aussi un entrepreneur qui a vendu sa société, qui avait un chiffre d'affaires relativement intéressant. Il est relativement jeune et il va nous expliquer un petit peu son parcours d'un point de vue un peu trading et investissement, parce que tu es aussi trader particulier, et aussi comment créer un broker, un petit peu ce qu'il y a derrière le courtier, parce que généralement le client il voit la plateforme mais pas vraiment le reste. Donc je pense que ça va être super intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Et allez, c'est parti, on commence. Clark, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de me recevoir ici à Genève. Toujours un plaisir de venir dans cette ville. Moi, c'est Clark Hassan. J'ai 27 ans. Je suis le cofondateur de Goliath et CEO. J'ai fondé ma première entreprise à l'âge de 17 ans et revendu à l'âge de 26. Donc, ça fait à peine un an. Et on a créé Goliath avec David Cohen, qui est mon associé, qui est un broker de manière très simple, pour investir de manière très simple. L'idée est d'apprendre, comprendre et investir sur les marchés, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui en banque, où c'est très compliqué d'investir sur les marchés. Nous, on rend ça accessible de manière ultra simple. Ok, ce que tu dis, c'est qu'avec les banques, il y a des barrières à l'entrée, c'est un peu plus compliqué, et ça on le voit d'ailleurs avec la naissance de plein de plateformes en ligne. Exactement. Pour ne pas citer aussi Trade Republic, mais peut-être on en parlera. Avec plaisir. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à des géants qui existent. Mais avant ça, Clark, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton parcours d'entrepreneur, parce qu'au final, t'es relativement jeune. Je sais pas que t'étais aussi jeune. Enfin, jeune, t'as quand même de l'expérience, t'as déjà créé une entreprise. Est-ce que ta première boîte que t'as vendue, c'était ta première société du coup, ou t'avais peut-être essayé d'autres projets avant? T'as toujours eu cette fibre d'entrepreneur? Explique-nous ça. Alors j'ai pas commencé dans mon garage, contrairement à beaucoup, mais à l'âge de 15 ans, quand j'étais encore à l'école, j'ai toujours fait des petits business. J'achetais des casques Beats et je les revendais. J'allais en Asie avec mon père parce qu'on a une famille d'entrepreneurs. Et donc j'ai toujours acheté et vendu des produits. À l'âge de 17 ans, je ne savais pas trop quoi faire. Je savais que j'allais pas faire des trop grandes études. Je voulais faire une école de commerce. À l'âge de 17 ans, je vais en Asie. J'arrête l'école parce que j'étais vraiment pas très bon et ça m'intéressait pas énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un bac STMG marketing pour apprendre les bases d'un commerçant, on va dire. Et je suis parti en Asie pour créer
un site internet de chaussures pour femmes, un e-commerce. C'était le début de l'influence, donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Et j'ai passé 6 mois là-bas pour préparer ma collection, en voulant faire un petit e-commerce sans avoir des rêves trop gros non plus. Et ça m'a pris 6 mois, j'ai fait ma première collection et en septembre 2015, j'ai lancé officiellement mon site qui s'appelait clarosa.fr, où j'ai eu des années incroyables. On est monté jusqu'à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. À quel âge t'avais quand t'as atteint ces chiffres-là? Quand j'ai atteint ces chiffres, j'avais 20 ans. Donc, 20 ans. Assez incroyable. 12 millions de chiffre d'affaires à 20 ans. J'ai mis 5 000 euros dans l'entreprise au départ. Donc, c'était mon capital. Je n'ai jamais remis un centime d'euro. Et surtout, ce qui était incroyable, c'est que il y a eu des moments très difficiles et on s'est retrouvé à faire 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Surtout que j'étais... j'ai mon associé qui m'a rejoint après 2 ans. Mais à la base, tu l'as fondé vraiment seul, la société. Ouais. Et j'ai rencontré mon associé, qui est encore mon associé aujourd'hui sur Goliath, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et j'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast. Mais donc on a atteint ces 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, et à 20 ans de gagner beaucoup d'argent. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Ouais, explique-nous ça peut-être rapidement avant de partir plus sur le côté finance et Goliath, parce que moi, j'ai eu une évolution dans mes finances, on va dire step by step. J'ai pas gagné, on va dire, d'une année à l'autre des sommes astronomiques comme ça. Alors évidemment, c'était du chiffre d'affaires, mais explique-nous comment aussi jeune t'arrives à gérer ça, parce que c'est extrêmement rare. Ça doit peut-être être 0,01% de la population, je sais pas. Faire 12 millions de chiffre d'affaires à ton âge, c'est juste incroyable. Explique-nous comment t'as géré ça, même avec tes proches, ta famille, etc. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé. Ouais. Surtout mon père qui m'a toujours poussé à faire des choses. Se louper, c'est pas très grave. Avancer, tester. Et quand à 15 ans ou 16 ans, j'allais en Asie avec mon père parce qu'il travaillait là-bas, j'achetais des produits pour les revendre à Paris, il me disait pas ne fais pas ça, concentre-toi sur les cours. Il me disait que c'est important l'école, évidemment, comme tous les parents du monde, je pense, mais c'était important pour lui qu'on fasse des choses, que ses enfants fassent des choses, et ça m'a poussé à entreprendre, à ne pas avoir peur de l'échec. Donc après 1 an très difficile sur ma première entreprise, parce que ça a pas décollé dès le premier jour. J'ai eu de la chance, c'était le début des influenceurs. J'ai rencontré une influenceuse qui a posté sur Snapchat, c'était les tout débuts de Snapchat, où j'étais au bord du dépôt de bilan, et elle me dit non mais envoie-moi une paire de chaussures, je vais te faire une petite story sur Snapchat. Je lui envoie une paire de chaussures et on fait 4 000 euros de chiffre d'affaires dans la journée. Et je me dis ok, bon, il y a quelque chose qui se passe avec les influenceurs. J'ai pris tous les influenceurs qui existent sur le marché sur Snapchat et on a poussé. Et là, le chiffre d'affaires a évolué. 1 million, 3 millions, 6 millions, 12 millions. Et donc à 20 ans, je gagnais beaucoup d'argent. Surtout, voilà, j'avais une grosse partie de l'entreprise. Et quand on se reversait des dividendes, on était entre 1 million et 1,5 million par an. Donc c'était énormément d'argent à 20 ans. Je suis quelqu'un, on est très famille chez nous, donc on est assez stable, donc j'ai pas fait n'importe quoi. Évidemment, j'ai fait des erreurs de jeune avec de l'argent, partir en vacances, dépenser un peu trop d'argent, mais ça s'est arrêté là, et j'ai mis de l'argent de côté, j'ai investi un maximum, et surtout quand j'ai voulu lancer Goliath, on reviendra dans les détails, mais j'ai investi la plupart de pratiquement la totalité de mon argent. Au lieu d'aller voir des investisseurs au début, j'ai investi mon argent, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Oui, parce que du coup, t'as revendu cette société. Tu t'es dit, je vais refaire un business. En l'occurrence, c'est Goliath dans le courtage. Donc là, vraiment, le courtage, c'est un énorme business. Et vu que t'avais déjà, entre guillemets, du cash, c'est plus facile après de lever des fonds parce que t'as mis ton propre argent, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont entrepreneurs comme toi, ils lèvent tout simplement des fonds, mais ils ont pas... En l'occurrence, ils ont pas eux de cash à injecter, ils prennent pas trop de risques en fait. C'est leur projet, ils trouvent des. C'est exactement ça. Des investisseurs derrière. Alors, pour être honnête, j'avais pas vendu mon entreprise pour commencer Goliath. Ouais. Goliath, on a commencé en 2021 et Clarosa s'est vendu fin 2022. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que ce qui a été important, c'était de savoir que le business Clarosa n'allait pas durer beaucoup plus de temps que ça a duré, pour plusieurs raisons. Notre business model, c'était de copier des grandes marques, s'inspirer des grandes marques. Ouais. Et comme beaucoup le font, c'est le business model de Zara, et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Mais ce qui a été dur, c'est de se dire, ok, je pense que ça va pas durer encore très longtemps, donc on va pousser sur la création d'un nouveau business. J'ai été voir mon associé David, qui est pour moi le meilleur développeur de France, réellement, parce que il est rien ne lui fait peur. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais qu'on monte
une plateforme d'investissement. Il me dit, mais il y a énormément de travail là-dessus. Il y a énormément de contraintes. On vient pas de ce milieu-là. Nous, on aime investir sur les marchés de manière, voilà, comme un investisseur lambda. On n'a pas du tout les codes. Je lui dis, mais on a de l'argent, on a du temps. Donc, allons-y, ça prendra le temps qu'il faut et on va y arriver. Il m'a dit, OK, laisse-moi réfléchir. Le lendemain, il vient me voir, il me dit, OK, on y va, on y go et on va le faire. Ça a pris 3 ans. 2 ans avant d'être sur le marché. Ça fait 3 ans qu'on a commencé le projet. Donc, il y a énormément de contraintes pour ouvrir un broker, mais en effet, j'avais déjà de l'argent. Donc, quand j'ai été voir des investisseurs, j'avais déjà investi 1 million d'euros personnellement. J'avais déjà une application qui était prête et on était en cours d'obtention de licence. Donc, on avait bien avancé et ça nous a permis de gagner du temps parce que si on devait lever des fonds pour lancer le projet, on aurait perdu surtout beaucoup de temps. Pour créer un broker, il y a quand même pas mal de nouveaux entrants. Comme tu dis, c'est complexe, ça prend 2 ans. Il faut des personnes à temps plein pour gérer l'aspect réglementaire. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Mais avant de créer un broker, toi, t'es passionné par le trading. Parle-nous un peu de ton trading. Comment t'es tombé là-dedans? Est-ce que c'est aussi lié peut-être à ton père qui est entrepreneur, qui fait un peu de trading? Comment t'es tombé dans ce monde-là? Parce qu'on crée pas un broker juste pour créer un broker. C'est que derrière, je pense que t'as quand même une passion pour ça, t'as investi toi-même. Explique-nous un peu comment t'es tombé là-dedans. J'ai une passion pour le B2C, déjà. Ça, c'est une première chose. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à investir sur des entreprises parce que je trouve que l'investissement en bourse, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça permet d'investir sur des entreprises et dans plusieurs secteurs différents. Donc, ça permet de bien diversifier. On va pas se mentir, c'est assez excitant aussi de regarder son portefeuille tous les jours. Et quand j'ai commencé à investir sur des plateformes, je me suis très vite rendu compte que ça ne répondait pas aux besoins de personnes qui n'ont jamais investi sur les marchés. Et bien évidemment, au fil du temps, il y a des plateformes comme Trade Republic qui sont sorties, qui sont des néo-courtiers qui font très bien leur travail. Mais ce qui manque pour moi sur le marché, ce qui manquait en tout cas, c'est des plateformes où vous pouvez apprendre les bases de l'investissement, comprendre et ensuite investir. Et c'est là où on répond à cette demande sur Goliath, c'est que vous pouvez apprendre avec une académie 100% gratuite. Il y a une communauté financière qui est très engagée. On a 30 000 utilisateurs sur la plateforme. On a plus de 10 millions d'euros de détention de titres financiers, plus le cash des clients. Donc, on a une communauté qui est très engagée pour échanger, pour apprendre et pour comprendre avant de se lancer dans l'investissement. Donc en fait, votre différence que tu dis par rapport à un Trade Republic qui est géant, c'est peut-être votre politique tarifaire, mais ça on y reviendra, c'est le côté éducation, plateforme. J'ai cru voir sur BFM quand t'étais passé, tu parlais un peu du Twitter de la finance, c'est quelque chose que vous voulez faire, hein, c'est ça ou... Complètement, aujourd'hui on a un feed d'actualité où toi, quand tu vas acheter 50 € de Tesla, tu vas pouvoir le partager sur ton feed d'actualité et les gens vont pouvoir commenter, peut-être te suivre sur tes investissements. Donc il y a un vrai axe réseau social, communautaire pour échanger et ne pas se sentir seul sur les marchés. Et on le voit aujourd'hui en France, il y a entre 8 et 10% de la population qui investissent sur le marché boursier. Que 8 à 10%. Ouais, c'est rien. C'est rien. Peut-être que ça a évolué sur cette dernière année, mais en soi, on est aux États-Unis, on a 56%. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de retraite, donc ils sont un peu obligés. Voilà, exactement. Mais il y a quand même une éducation quand on voit que il y a des centaines de milliards sur le livret A avec un taux à 3% alors qu'on a une inflation à 5. Les gens perdent de l'argent. Les gens perdent de l'argent et c'est pas super logique. Donc c'est tout simple, il faut éduquer. Moi je pense qu'il faut même éduquer dès le plus jeune âge sur les marchés. Quelque chose qu'on fait pas. Donc on va essayer de le faire. On essaye aujourd'hui de le faire avec Goliath et ça commence à prouver. Ouais, je suis bien d'accord. Alors là, ce dont tu parles, c'est vraiment un investissement moyen, long terme, où je pense qu'effectivement, il y a un gros manque en France. En Suisse, ici, c'est un peu moins le cas, pour être honnête. Ils investissent beaucoup plus. Mais c'est vrai que je trouve ça gravissime que les gens ne soient pas capables d'avoir des stratégies de base, style DCA, même statique sur des ETF, juste pour constituer sa retraite. On n'apprend pas ça, en fait, à l'école. Et on se rend compte que la bourse, en fait, c'est un des vrais piliers de création de richesse. Il y a l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat, en fait, il y a plein d'autres éléments. Et il y a des gros manques. Donc, en gros, toi, pour simplifier, ton ambition avec Goliath, c'est de combler ce manque-là et de proposer une plateforme qui permet à tout le monde, quelqu'un qui soit boulanger, avocat, médecin, peu importe, qui est pas dans le domaine financier, de pouvoir investir intelligemment. Et comment vous faites pour
que vos clients prennent pas trop de risques en fait, parce que au final vous vous adressez quand même à une clientèle de détail. Donc quand tu l'as expliqué, tu as ton Twitter, etc. Mais comment sont articulées vos formations, etc. C'est une très bonne question. C'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, faut pas être un professionnel pour investir sur les marchés. Il faut être un professionnel pour trader sur les marchés. Clairement. Mais pour investir sur les marchés, on n'a pas besoin d'être un professionnel. Aujourd'hui, on est informé un maximum, que ça soit sur Instagram, sur la radio, à la télé. On bouffe de l'information toute la journée, sur YouTube, tous les jours, et sur YouTube aussi. Non, mais vraiment, même sur TikTok aujourd'hui, de plus en plus, on a du contenu éducatif sans arrêt. Ouais. Et donc, évidemment que quelqu'un qui n'est pas professionnel, il va pas investir sur tous les marchés. Aujourd'hui, d'investir dans des actions. Alors, vraiment, je donne aucun conseil en investissement. Moi, je suis pas un professionnel de l'investissement. J'investis à titre personnel. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, il y a des guerres partout dans le monde. On va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont investir dans les entreprises qui sont dans le secteur de l'armement, par exemple. On va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont investir dans l'intelligence artificielle. Il suffit juste de s'informer un petit peu pour se dire « Ok, je vais investir dans ce secteur, ça m'intéresse ». Et si vous investissez sur du long terme, et d'ailleurs c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment d'investir sur du long terme et pas de faire du trading, même si notre plateforme est hyper addictive et c'est un peu le rêve de tout le monde d'acheter et de vendre des actions, on va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce broker, c'était ta question, c'est que depuis petit j'ai toujours rêvé d'être dans la finance et aujourd'hui on a créé avec mon équipe, parce que je suis loin d'être seul, une plateforme accessible à tous. Et un enfant de 16 ans, 15 ans, alors il n'a pas le droit d'investir parce que il a pas 18 ans, mais il comprendrait la plateforme s'il vient dessus. Et c'est vraiment l'objectif de Goliath. C'est ça votre défi, ok. C'est ça notre objectif, et pas seulement d'investir, mais surtout de comprendre avant de se lancer dans l'investissement. Et là où tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que tu dissocies bien le trading actif de l'investissement en bourse, encore une fois, qui répond à tout le monde, l'investissement en bourse, peu importe le profil. Le trading, c'est un métier, ça s'apprend. Alors évidemment, on fait plus de performances qu'à quelqu'un qui va investir. C'est normal, on passe plus de temps. Heureusement que le rendement est plus intéressant. Le risque est un peu plus élevé. Voilà, avec plus de risques, évidemment. Avec plus de risques. De toute façon, on a rien sans rien dans la vie, tu le sais aussi bien que moi. Quoique, toi, t'as investi avec 5 000 euros pour faire 12 millions de chiffre d'affaires. le ratio est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est pas la même chose mais évidemment. avec Goliath, par exemple, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Mais oui, et je pense que 5 000 à 12 millions, il y a eu énormément de travail. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que aujourd'hui, d'investir et de se dire, je vais faire entre 8 et 10% par an sur les marchés, c'est du complément de revenus. C'est pas si compliqué que ça, même c'est pas si compliqué que ça. ETF, Exactement. ETF, moi, ma stratégie personnelle, c'est d'investir sur des grosses capitalisations boursières, essayer d'avoir, je mets des limites d'achat dès qu'il y a des baisses, et essayer d'investir sur des grosses caps. Tu investis tous les mois presque? J'investis, alors j'ai pas cette stratégie de DCA, même si elle est très bonne. Ma stratégie à moi, et c'est peut-être pas la meilleure, hein, c'est d'investir sur des capitalisations boursières au-dessus d'1 milliard, avec des limites d'achat avec des pertes de 10-15%, que ça achète automatiquement, et ça me permet d'avoir de l'achat récurrent, parce qu'il y a toujours des baisses d'actions, comme le 6 août dernier, il y a eu une baisse qui était très importante, d'ailleurs même hier, il y a eu une très grosse baisse, mais le 6 août, il y a eu une très grosse baisse, j'ai acheté pas mal, et en 2 semaines, 3 semaines, j'ai fait plus 20% sur mon portefeuille. Ça veut pas dire que ça va rester à plus 20%, mais en soi, c'est ça ma stratégie. Et c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, la plupart de nos investisseurs sur Goliath font du DCA et ça paye très très bien. Le but, c'est de se mettre en tête qu'il faut garder longtemps ses actions pour avoir un maximum de performance. Ouais, bien sûr, parce que si tu achètes juste avant la crise du Covid, tu perds énormément d'argent, mais tu laisses courir. Aujourd'hui, rien que sur les indices, on a largement avalé ce Covid, ce qui fait que plus on investit sur une période de temps longue, plus, entre guillemets, on a des chances de réussir. Alors, après, les performances passées, malheureusement, ne présagent pas les performances futures, mais ça donne quand même une indication. Et moi, je reviens quand même sur les indices pour ceux qui regardent ce podcast, où je vous invite à investir sur les indices. Alors, évidemment, c'est à but pédagogique, mais dans les indices, on a les meilleures entreprises.
on a les meilleures entreprises dans les indices. Dans le CAC 40, on a les 40 boîtes, grosso modo, les plus performantes de France, dans le SP500, etc. Donc, lorsqu'une boîte, elle est pas intéressante ou moins performante, plutôt, elle est remplacée par une nouvelle. Ça, je le répète systématiquement sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que nous, quand on fait du trading sur indice, on fait uniquement à l'achat de par cette structure et cette conception des indices. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est extrêmement simple de faire de l'investissement en bourse, mais il faut, je me répète, je suis désolé, différencier ça du trading. Au trading, on peut gagner beaucoup plus d'argent, on peut aussi en perdre beaucoup plus, et c'est, comme certains disent, un sport de haut niveau, mais qui peut valoir le coup, parce que nous, à UGK Trading, on est une chaîne, comme son nom l'indique, de trading. Donc, évidemment, on met en avant le trading, mais on met en avant aussi les risques, et on essaye de dire ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, un peu loin du discours trop beau pour être vrai, parce qu'il y a beaucoup ça aussi sur Internet. Et ce que je recommande, d'ailleurs, c'est ceux qui font du trading, en l'occurrence avec nos services ou pas, c'est d'investir leurs gains en trading sur des produits plus ou moins comme les vôtres, sur le moyen long terme, pour avoir une partie un peu plus, un peu moins risquée, long terme, où on n'a pas besoin de toucher la plateforme toutes les 2 secondes. Je pense que c'est sympa de mixer aussi. C'est intéressant de mixer en termes de stratégie. Pour les personnes qui veulent faire du trading, parce que je peux comprendre, ça reste intéressant et on peut toujours l'apprendre, hein, même si c'est un métier, d'investir un peu sur des actions en long terme, investir aussi sur des produits structurés qu'on propose, on en parlera tout à l'heure, et de faire de l'investissement à effet de levier, que ce soit sur du forex ou sur des actions. Ok, super intéressant. On va passer sur la suite. Quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est le côté régulation, parce que comme tu le sais, probablement j'ai travaillé pour un courtier qui était à l'époque, j'étais rattaché au bureau de Londres, mais je faisais aussi je faisais même beaucoup de home office. Et il y a eu pas mal de réglementations qui a changé depuis août 2018, notamment sur les produits à effet de levier, mais c'est un peu différent des services. Il y a l'ESMA qui a réduit les effets de levier à 30 sur l'Union européenne. Il y a plein de brokers du coup qui se sont installés offshore pour pouvoir proposer des effets de levier beaucoup plus importants. Alors c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il n'y a pas les protections de l'Union européenne. Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai quitté un peu le monde du courtage, c'est parce que je voyais que ça partait un peu en vrille sur le côté en tout cas trading. Et ensuite, il y a eu des nouveaux produits un peu plus à la mode, enfin qui ne sont pas les nouveaux produits, mais les ETF, c'était pas du tout à la mode à l'époque. Maintenant, tout le monde parle d'ETF. Bien sûr. Et vous surfez aussi un peu dessus, mais comment ça se passe pour créer un broker d'un point de vue réglementation? Est-ce que tu peux dire combien ça coûte, combien de temps ça prend, les équipes que tu as dû mettre à la disposition? Parce que moi, très honnêtement, je me suis déjà intéressé à créer un broker. J'avais regardé des solutions pour créer une boîte à l'étranger qui s'occupe juste de la partie courtage avec une juridiction extrêmement souple. Ensuite, créer une boîte en Union européenne, par exemple en Estonie, pour accepter les paiements. Enfin, j'avais réfléchi à toute une infrastructure pour commencer et après, évidemment, dans un but de se réglementer par la suite. Mais pour pouvoir commencer un peu esprit startup. J'ai tout de suite abandonné le projet parce qu'il faut beaucoup de cash. Et effectivement, j'ai pas 5 ou 10 millions à poser sur la table aujourd'hui. Peut-être je le ferai plus tard. Mais du coup, ça m'intéresse. Comment toi t'as fait directement pour passer par une réglementation en Union européenne? Quelle réglementation c'est? Explique un petit peu tous ces détails-là. Je trouve que c'est passionnant. Avec plaisir. Et on pourrait parler des heures. C'est ça le problème. On n'a pas des heures malheureusement. Sur ce point-là, qui est pour moi le point le plus intéressant de ce podcast. Pour créer un broker, bon déjà, la première étape, c'est de s'entourer des meilleures personnes. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer mon associé David, qui est un très très bon développeur. Rien ne lui fait peur. Donc lui a recruté son équipe tech parce qu'il faut une tech très robuste et ils ont créé une sécurité très importante, une scalabilité qui est infinie sur Goliath. Donc on est 10 000 ou 100 000 utilisateurs ou même 50 000 transactions par milliseconde, il y aurait aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Ensuite, il y a la partie compliance qui est très importante, c'est s'entourer des meilleurs avocats. Donc on a pris EY et Deloitte qui sont assez reconnus sur le marché. Mmh. On s'est régulé à la SAISEC, Autorité des marchés financiers chypriote, et passeporté en France pour pouvoir proposer nos produits en France, et on est en train de demander notre passeport un peu partout en Europe. Donc, où ça a été très compliqué, c'est le problème des régulateurs, et c'est un problème pour les brokers, mais c'est très bien qu'il soit comme ça, puisque c'est pour protéger le client. Et c'est extrêmement important dans le marché dans lequel on est, parce que il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de problèmes. Donc, l'idée, c'est de protéger les clients. Donc, c'est beaucoup de temps. Donc, premièrement, on a attendu 2 ans avant d'obtenir notre licence. Donc, 2 ans sans rentrer d'argent, sans avoir une traction sur son projet. Je peux vous dire que vous passez des moments assez sombres. Évident, ouais. Exactement. Ouais. Psychologiquement, c'est très compliqué.
Donc ça, c'est le premier point. Et après, en termes de revenus, enfin en termes d'argent, pardon, en termes de fonds, il faut bloquer beaucoup d'argent. On a à peu près aujourd'hui 400 000 euros bloqués, mais sans compter le nombre d'avocats qu'on a dû payer, les employés obligatoires par les régulateurs à avoir tous les jours dans ces bureaux. On a 2 compliance officers, on a 2 directeurs de marché, on a un analyste de marché, on a une secrétaire obligatoire qui note tous les rendez-vous qu'on fait à la main, enfin à l'écrit, pour pouvoir reporter ça aux autorités des marchés financiers. On a des reports journaliers, mensuels, annuels, des audits internes, externes. Ça s'arrête jamais et les frais sont vraiment énormes. Donc c'est ce que tu disais. Après, il y a toute la partie tech qu'il faut construire pour avoir les paiements, les achats, les ventes, se connecter aux liquidity providers qui vont proposer les produits financiers, sachant qu'on propose beaucoup de produits financiers. On va avoir des actions américaines, on va avoir un liquidity provider, on va avoir des actions européennes, on va en avoir un autre, les matières premières, on va avoir un autre, parce que chacun va proposer des prix différents en fonction des produits. On va avoir l'ajout en carte bleue, l'ajout en virement, le retrait d'argent. Donc on travaille avec plusieurs entreprises. On a aussi développé des API en interne. Et aujourd'hui, on vend aussi ces API à d'autres brokers un peu partout dans le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a énormément de points et 2 ans de régulation. On voit ça que c'est long, mais en soi, il nous a fallu aussi 2 ans pour créer la plateforme, pour qu'elle soit le plus, exactement, toute l'infrastructure, la sécurité, pour que ce soit le plus ludique possible en termes de design, en termes d'expérience utilisateur. Donc, il y a eu énormément de points qui a pris énormément de temps, mais aujourd'hui, on a une plateforme, on a 30 000 clients, on a 10 millions d'euros détenus sur la plateforme et on a 1 million de volume par mois avec une augmentation de 10 à 15% mensuel. Incroyable. Et tu savais que ça allait être aussi long quand tu as monté le projet? Tu savais que c'était le parcours du combattant? Tu t'imaginais que ça allait être un peu plus simple ou... Alors, je m'imaginais que c'était un peu plus simple parce que en termes de régulation, on nous avait dit 6 à 9 mois. Il y a eu le problème FTX entre-temps, donc ça a retardé notre régulation. Donc c'était assez chaud. FTX, ça a eu un lien, parce que FTX, ils étaient aux Bahamas. Ils étaient aux Bahamas, mais ils avaient aussi des régulations à Chypre. Ah d'accord. Mais le problème, c'est que tous les régulateurs au moment de FTX se sont remis en question. Ils se sont dit, il faut qu'on sécurise encore plus Exactement. les choses. Donc on n'est pas arrivé au bon moment, mais d'un autre côté, ça nous a permis de construire une plateforme encore meilleure. Et on était dans notre tête, on était formaté pour ça. On savait que ça allait prendre du temps. On savait pas que ça allait prendre autant de temps, mais s'il fallait attendre encore 1 an, on l'aurait fait. Et on avait mis beaucoup d'argent. Personnellement, on avait mis vraiment beaucoup d'argent avec David. Et on n'a pas été lever de l'argent immédiatement. On a attendu de plus avoir de cash limite pour aller lever de l'argent. Mais quand on a été levé, il nous a fallu 15 jours. Pourquoi? Parce que on avait déjà une application qui était prête, la licence qui était en cours d'obtention. Et une équipe déjà construite, et on avait mis 1 million d'euros de notre poche. Donc, en soi, quand on va avoir des investisseurs, c'est un peu plus simple, mais on s'est quand même fait dégager par pas mal de VC, et je pourrais en parler aussi après, parce que il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, comme tu le dis, et c'était un peu le discours des VC, mais comment vous allez faire une différence par rapport à un Trade Republic qui aujourd'hui vaut 4 ou 5 milliards, c'est une banque allemande en plus, Trade Republic maintenant. C'est énorme. À l'époque, c'était pas une banque, mais voilà, c'était une vraie discussion. Il y en a d'autres, hein. Il y a eToro, il y a Capital.com, enfin, il y en a plein. Il y a IG Trading aussi. Enfin, il y a plein de courtiers sur le marché. Enfin, plein. Il y en a 10. Pour moi, c'est pas beaucoup. En fait, il y en a plein, mais il y a plein de petits courtiers, mais des courtiers qui sont bien réglementés, qui font l'effort, comme vous, d'avoir une régulation. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y en a beaucoup qui disent, mais Chypre, c'est une réglementation, pas dire bancale, mais souvent ça fait peur, Chypre. Alors moi, je connais un peu l'historique de Chypre. Est-ce que tu peux répondre à ces personnes qui disent, oui, mais c'est à Chypre, j'ai pas confiance. Tu parlais tout à l'heure du passeport européen. Tu parlais de fait que c'est pas si facile que ça vous a coûté beaucoup d'argent, ça a pris du temps. Explique un petit peu pourquoi vous êtes installé à Chypre et pas, je sais pas moi, pas au Royaume-Uni, pas ailleurs. C'est une très bonne question. Alors Royaume-Uni, ça fait pas partie de l'Europe en termes de régulation, mais on aurait pu s'installer dans plusieurs pays et je comprends, j'entends tous les utilisateurs qui nous disent ah mais Chypre c'est risqué, ça fait un peu peur. Et pour répondre, vous en avez beaucoup qui vous disent ça? Très peu, très peu, vraiment très peu.
Peut-être que ça arrivait sur 5 ou 6 fois sur les clients, mais après, il y a toutes les personnes qui nous le disent pas peut-être. Ouais, c'est possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Chypre, c'est l'Union européenne. Donc, c'est les mêmes règles qu'en France. On est amené à discuter, enfin, les autorités des marchés chypriotes discutent avec la France quotidiennement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le passeport en France. Donc, on est sur les mêmes règles. Ouais. C'est extrêmement difficile d'obtenir sa licence à Chypre. Il nous a fallu 2 ans. Peut-être qu'il nous aurait fallu moins de temps en France. Pourquoi on a été à Chypre? Parce que c'est un marché, c'est un hub. Voilà, exactement. De technologie aussi. Ils sont très forts et le pays tourne autour de la finance et des brokers. Ouais. Et donc vous pouvez récupérer des employés là-bas sur place qui sont déjà formés, aujourd'hui, qui ont déjà travaillé pour le broker. On a un bureau là-bas où quand on parle avec ces personnes-là, ils connaissent vraiment le métier. Et donc c'est là où c'est hyper intéressant. Et en France aussi, hein, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont très très bons dans ce domaine. J'espère. Mais c'est pas les mêmes coûts aussi, on va pas se mentir. Ouais, aujourd'hui, sûr. On a eu des coûts d'avocat de entre 150 et 200 000 euros. Si vous voulez obtenir une licence de réception et transmission d'ordre de produits financiers en France, je pense que les avocats vous coûter beaucoup plus cher. On n'a pas, moi personnellement, alors maintenant dans notre équipe, on a beaucoup de personnes qui ont des diplômes dans la finance. Moi personnellement, j'ai pas de diplôme en finance. Et donc, ce qui aurait pu peut-être poser problème à l'AMF. Mais sinon, il faut embaucher quelqu'un du coup dès le départ qui. Et peut-être que ça aurait pas suffi. On a pris des avocats en France et à Chypre. On a pris EY et du coup France et ils nous ont dit, je pense que ce serait beaucoup mieux pour vous d'aller à Chypre. Ça va vous prendre autant de temps, ça va vous coûter un petit peu moins cher, mais on est sur les mêmes réglementations, on n'est pas sporté en France. Et aussi à la même protection des fonds. Exactement pareil. Et vous êtes enregistré auprès du site regafi.fr pour le moment, vous avez déjà l'autorisation. On est sur le site Regafi, on a donc le passeport en France, là on a demandé le passeport dans toute l'Europe parce qu'on commence à avoir de plus en plus de clients en Belgique, au Luxembourg. Et en Suisse, vous pouvez les prendre les clients pour l'instant? On peut les prendre, mais on n'a pas le droit de faire de la publicité. D'accord, ok. Donc quand on n'a pas une régulation dans un endroit, que ce soit même n'importe où dans le monde, eh bien, on peut avoir des clients sans communiquer dans le pays. C'est un peu comme la Belgique pour les CFD. Les brokers n'ont pas le droit de faire la publicité en Belgique sur certains types de produits, parce que chaque pays, on a beau être dans l'Union européenne, chaque pays a plus ou moins ses spécificités. Et ce qu'on voit aussi d'ailleurs sur le côté trading, hein, je dévie un petit peu, à Madrid, c'est de plus en plus compliqué le côté réglementation sur tout ce qui est produit trading CFD. Maintenant, même pour ouvrir un compte de démonstration, il faut mettre son passeport. Incroyable. C'est pour ça que je te disais, c'est le parcours du combattant. Alors toi, t'es pas trop sur des produits de trading pour le moment, peut-être que tu le seras par la suite. J'imagine que c'est peut-être potentiellement un projet et on peut le comprendre. Mais waouh, ça a été vraiment le parcours du combattant. Ça a été très dur et je dirais que c'est bien en vrai. C'est bien pour les clients parce que pas tout le monde peut créer un broker du jour au lendemain. Il faut de l'argent, il faut du temps. Même si vous voulez racheter une entreprise qui est régulée, ça va vous coûter beaucoup d'argent et ça va vous prendre du temps parce que il y a une due deal de la part des autorités des marchés financiers du pays dans lequel vous rachetez l'entreprise. Donc c'est très dur, mais c'est pour la bonne cause et ça fait une vraie barrière à l'entrée. Et c'est pour ça que oui, il y a des concurrents, mais il y en a pas 50. Des concurrents pour investir sur les marchés. De toute façon, c'est ce que je dis régulièrement aux personnes qui s'intéressent un peu au business, que moi, avant d'être trader, je suis surtout entrepreneur. J'ai créé aussi d'autres business quand j'étais à l'université, quand j'avais 19 ans en programmation informatique. Donc, je m'intéresse beaucoup à ton parcours et même si ça n'a pas forcément le lien au départ avec le trading et la bourse, ta boîte de chaussures. Mais ce que je dis souvent aux personnes qui veulent se lancer, c'est que il y a des business avec des barrières à l'entrée qui sont lourdes. Généralement, c'est les meilleurs business parce que au final, on a un edge dans le sens si on a l'argent, on va pouvoir être un peu plus tranquille sur ce marché-là. C'est un peu le cas du courtage. C'est-à-dire que si on a l'argent, une fois qu'on est rentré, on est un peu plus tranquille. Il n'y a pas toutes les 2 secondes quelqu'un qui va créer un broker, ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, avec les propres firmes. Où il y a plein de mecs qui créent des propres firmes du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien. Alors, je dis pas que c'est un modèle inintéressant. Il y en a certaines qui sont très intéressantes. Mais au moins, vous avez un peu moins de concurrence une fois que vous avez fait l'effort de passer ce cap-là. Complètement. Et après, je pense que dans tous les business, il y a des avantages et des inconvénients. Donc ça, c'est un avantage en effet. L'inconvénient, c'est d'aller chercher une licence qui dure énormément de temps. Mais d'un autre côté... Combien ça coûte du coup juste la licence, la partie juste la licence. Aujourd'hui, nous, on a 150 000 euros bloqués à la SciSec. Et après, on a des fonds bloqués chez nos brokers liquidity providers. Donc, pour la contrepartie. Exactement. On a à peu près 500 000 euros bloqués qui ne bougera pas. Et tous les ans, plus la détention des titres des clients augmente, plus on doit bloquer de l'argent supplémentaire. Donc,
au mois de décembre, au mois de janvier, on pourrait recevoir un montant 150, 200 000 euros supplémentaires à bloquer sur un compte. Donc ça, c'est la compensation fund des clients, qui est pour moi la chose la plus importante sur un broker. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent des clients n'est jamais détenu par Goliath, ni les assets. Est-ce que vous avez une licence de modèle agence en quelque sorte? Alors, on est réception et transmission d'ordre, on est custodian aussi de produits financiers, mais l'argent des clients est toujours détenu dans un compte séquestre, pour que même si l'entreprise fait faillite, il y a toujours l'argent des clients et les assets des clients qui leur appartient. Ok, super intéressant. En tout cas, bravo à toi. Hein. Je pense que je te reposerai des questions après le podcast. Et justement, quel est ton avis sur le marché du courtage actuellement? Qu'est-ce que tu penses un peu de l'état de ce marché? Est-ce que c'est intéressant de se lancer dans ce business? J'imagine que oui, mais pour toi, tu penses qu'il va y avoir encore des nouveaux entrants? Est-ce que tu penses que la mouvance un peu de Trade Republic, c'est que le début? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce marché-là, d'après toi? Moi, je pense que aujourd'hui, ce marché, il va évoluer. Il y aura toujours plus d'investisseurs. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est plutôt des outils autour de ce marché. L'intelligence artificielle commence à prendre beaucoup de place. Et plus les outils vont être intéressants, plus des entreprises comme Goliath vont pouvoir implémenter des outils, que ça soit d'analyse, d'investissement automatique en fonction des prix des actions. Et je pense que si des entreprises, des startups vont développer ce genre de produits, il y a un vrai avenir là-dessus. De créer un broker, ça demande énormément de travail. Et aussi, c'est un des points que je voulais dire tout à l'heure. Même s'il y a des grosses barrières à l'entrée, une fois qu'on est dedans, c'est pas fini. Les barrières, elles sont toujours présentes. Pourquoi? Parce que il y a des reports tous les jours, tous les mois. On a une compliance qui est très, très dure. C'est normal. Et ça veut pas dire que vous gagnez de l'argent dès le jour 1. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise qui va être rentable au bout d'1 an et demi. Donc, ça fait 1 an qu'on est sur le marché. Dans 6 mois, on va être rentable. Mais il y a des boîtes, comme beaucoup de néo-brokers, qui sont jamais rentables, ils vivent sur les levées de fonds, quoi. Exactement, levée de fonds, valorisation et revente à des banques ou à des assurances, parfois même à la casse. Donc, il y a des business models qui sont à prendre. Nous, aujourd'hui, on a plusieurs business models. On propose des actions, des matières premières, mais on a aussi des produits structurés. C'est des produits financiers, je pense que explique à l'audience peut-être ce que c'est que vos produits structurés. Est-ce que normalement les produits structurés, il y a un certain montant, peut-être 50 000 francs, 100 000 francs, euros, Exactement. dollars, peu importe pour rentrer. Vous laissez accessibles les produits structurés pour une bouchée de pain, on va dire. Exact. On est la première plateforme à proposer des produits structurés à partir de 150 euros. Ouais. Donc un produit structuré, c'est un produit financier avec plusieurs caractéristiques. Donc nous, on fait des vidéos sur chaque produit structuré pour expliquer le produit en question, qui est généralement réservé aux personnes vraiment fortunées à partir de 100 000, 150 000 euros minimum. Ouais. En banque privée, nous on le rend accessible à partir de 150 euros et c'est des rendements qui vont être entre 9 et 11% pour les produits Goliath, parce que vous pouvez très bien trouver des produits structurés à 5-6% ou même à 20%. On essaye d'avoir une barrière en termes de risque pas trop élevée. On a aujourd'hui financé pour plus d'1 million d'euros de produits structurés en quelques mois et c'est un produit qui plaît énormément à notre communauté parce que vous investissez et tous les mois vous recevez des rendements. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est qui crée ces produits? Vous avez un émetteur qui crée ces produits structurés? C'est quoi? C'est des banques? On travaille avec des émetteurs. On va avoir des banques. On va avoir BNP Paribas. On va avoir Marex, qui sont des émetteurs de produits structurés. Donc on va faire des collectes. Donc on va créer le produit avec eux. Et mutualiser. On va mettre sur la plateforme. Le produit va durer entre 24 heures et 72 heures. On collecte 70 000, 80 000, 100 000 euros. Une fois qu'on atteint le montant de la collecte, on passe l'ordre sur le marché. Le produit est fermé, vous pouvez plus réinvestir dessus. Et tous les mois, vous recevez des dividendes sur ce produit, des liquidités que vous pouvez soit retirer, soit réinvestir ailleurs. Et c'est là où c'est vraiment intéressant pour nos clients. Il est bloqué. L'investissement est bloqué entre 1 et 4 ans. Il peut être racheté au bout du 12e mois. Après, entre 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois. Un autre trader en cours de route? Vous pouvez pas le vendre. Non. C'est soit vous récupérez la totalité de votre capital au bout 12 mois, 13 mois. En fait, il peut être racheté à partir du 12e mois
jusqu'à la fin du produit. Et s'il va jusqu'à la fin de la date d'échéance, donc 48 mois parce que nos produits durent 4 ans, eh bien, soit vous récupérez la totalité de votre capital parce que ça a respecté les caractéristiques et c'est pas descendu en dessous de la barrière de protection, soit vous perdez une partie de votre argent. Nous, on construit des produits assez solides sur le marché et surtout avec des barrières de protection très élevées pour sécuriser le client. Il y a toujours des risques. Parce qu'on propose du 9, 10, 11%. Mais aujourd'hui, on a un seul produit qui est descendu en dessous de la barrière de protection. Mais ça ne veut pas dire que les coupons ne seront pas reçus les mois d'après parce que c'est rétroactif. Donc, je ne vais pas expliquer vraiment en détail comment ça fonctionne parce que ça prendrait 5 ou 6 minutes. Mais il y a une vidéo sur chaque produit structuré sur la plateforme et vous pouvez la regarder. Ça dure 5 minutes et c'est hyper bien expliqué. Et tous les clients qui n'avaient jamais investi sur les marchés, que ce soit en actions ou sur des produits structurés, ont investi chez nous sur un produit structuré parce que c'est extrêmement simple à comprendre de la manière dont on le fait et c'est un peu la mission de Goliath, c'est ce que je te disais, c'est démocratiser que ça soit des produits simples ou des produits complexes. Le but c'est que ce soit toujours simple pour nos utilisateurs. Donc, tu rends un produit complexe, parce qu'à la base les produits structurés c'est compliqué. Hein. Exactement, moi, ils en font à jeune des produits structurés. C'est facile sur le papier, mais faut quand même bien regarder les détails. Et ça c'est souvent à destination, comme je disais, on le voit à Genève, même avec Pictet, ou c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui mettent à disposition des produits structurés. Et c'est vrai que c'est super intéressant. C'est normalement pour des profils un peu premium, CSP+++++, des gens très très aisés. Vous, c'est accessible, mais tu penses que pour un grand débutant, c'est bien de commencer par ça, ou c'est pas mieux de commencer par peut-être de l'ETF, puisque le produit structuré, faut comprendre ce que c'est que la barrière désactivante, faut comprendre la durée des tensions. Mais vous en gros, si je comprends bien, votre avantage, c'est qu'en faisant ça, vous rendez service évidemment aux clients qui n'auraient pas accès à ces produits structurés, et vous conservez un client du coup dans la durée nécessairement, vu que les produits structurés, on peut pas les sortir un mois après, quoi. Alors nous, ça nous change rien parce que en soi, le client n'a pas de frais de gestion. Pas de frais de détention de produits sur Goliath, c'est vraiment notre devise. Ça c'est vraiment important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on l'explique vraiment de manière très simple. Donc même quelqu'un qui n'a jamais investi sur des produits financiers arrive sur Goliath, regarde cette vidéo de 4-5 minutes et comprend comment ça fonctionne. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est vraiment de diversifier leur portefeuille. Ouais. Donc ils vont mettre un peu de structuré, un peu d'action, un peu de matières premières et un peu d'ETF. Mais les structurés plaît énormément sur la plateforme. Parce que vous êtes pas les seuls à le faire, mais il y a les d'autres seuls à le faire à concurrents partir de 100 euros, 150 euros. D'accord, voilà. okay. Normalement, ou sinon vous pouvez aller en assurance vie, c'est 2000, c'est 3000, c'est 4000, c'est hyper opaque, c'est complètement différent. Nous, de la manière dont on le fait, c'est, on va dire, de la manière cool. Donc Comment t'as eu cette idée-là, d'ailleurs, de faire des structurés? Alors moi, personnellement, j'ai investi sur des structurés. Et c'était 100 000, 150 000 euros. Ouais. Et après, quand on a créé Goliath, je me suis dit, mais en fait, c'est un produit qui est génial puisque ça me rapporte 10% par an. Et il faut beaucoup d'argent. Donc, nous, on va prendre les produits, on va faire du crowdfunding de produits structurés. Et ça fonctionne très bien. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les clients comprennent tous, vraiment. Et c'est très important pour nous de donner accès à ces produits. Et c'est vraiment notre mission sur Goliath de le faire. Et tout le monde le comprend. Ouais. Ok, super intéressant. Maintenant, j'aimerais bien comprendre, hors produits structurés, votre différence majeure avec Trade Republic, mis à part le côté formation, c'est le côté technologique, quelle pourrait être votre différence? Parce que souvent, moi, ce qui revient, c'est Trade Republic pour tout ce qui est investissement moyen long terme. On l'a dit au début de ce podcast, c'est un géant. Comment vous allez vous faire une place par rapport à un géant comme ça, mis à part les produits structurés que Trade Republic manifestement ne fait pas. Et ça, franchement, c'est incroyable. J'ai jamais entendu cette possibilité-là. Mais sur les produits plus traditionnels, parce que moi, je le vois avec l'audience. Bon, c'est une audience surtout trading. Il y en a beaucoup qui s'intéressent aux ETF. On propose notamment une formation avec Marc Raffard, que tu connais, sur les ETF. Et ça plaît beaucoup parce que c'est simple, c'est un DCA dynamique ou statique. Tout le monde peut investir et on peut aller faire de la performance plus ou moins similaire à tes produits structurés. Donc, déjà, Trade Republic, c'est une très grande réussite. Et bravo à eux parce que ils ont été assez vite sur le marché. Ouais. Valorisés aujourd'hui, je pense, 4 ou 5 milliards. Ils ont combien d'utilisateurs, Trade Republic? 3 ou 4 millions, 4 millions, je crois. Ils ont annoncé ça il y a pas très longtemps. Donc, c'est une très grande réussite et bravo à eux. Là, on va se différencier de Trade Republic. C'est, premièrement, donc, comme tu l'as dit, c'est sur l'éducation. Je pense qu'il est
très importante sur la communauté, parce qu'on a créé une communauté qui est vraiment engagée. Et en plus de ça, c'est sur les produits qu'on va proposer. Nous, ça fait 1 an pile qu'on est sur le marché. On propose tout ce que Trade Republic propose. Et en plus de ça, donc des produits structurés. On parlait d'ETF, tu peux créer ton propre ETF sur Goliath. Donc tu vas pouvoir mettre 5, 10 actions, mettre des pourcentages par action. Et ensuite, avoir en une seule ligne. Avoir en une seule ligne. C'est incroyable ça. Donc c'est le but de Goliath, et tu peux le partager ton ETF. Tu vas avoir les meilleurs ETF qui ont été créés sur la plateforme que tu vas pouvoir investir dessus. Donc l'idée, c'est autour de la communauté, mais d'avoir une multitude de produits financiers. Donc on va avoir du forex, des actions à effet de levier, mais ça c'est plutôt un côté professionnel. Mais l'idée de Goliath, c'est de diversifier un maximum et de donner accès à des produits financiers, à une multitude de produits financiers de manière très simple. Donc on n'est qu'au début de notre aventure, et l'idée c'est de développer ça, d'avoir accès à des obligations, à plein d'autres choses sur les marchés qui vont permettre à des utilisateurs de diversifier leur portefeuille un maximum. Ouais, pareil, les obligations, c'est pas toujours accessible facilement, et vous pourriez les rendre plus accessibles, un peu comme vous le faites avec les produits structurés. D'ailleurs, comment c'est venu le nom Goliath? Quelle est l'idée derrière ça? C'est une très bonne question. J'ai toujours été fasciné par les banques parce que ils détiennent tout le marché. Et pour moi, c'est Goliath. Les banques, c'est Goliath. Ils sont trop forts. Ils gagnent énormément d'argent. La plupart, la manière dont ils font de l'argent, c'est pas super top. On va pas se mentir. Et je me suis dit que très peu de gens aiment leur banque. Et donc, Goliath, c'est les banques. Et on s'est dit que peut-être que ensemble, nous, on peut être les Goliaths. Donc, vous allez me dire, mais c'est David qui gagne le combat. Mais en fait, c'est pas un combat avec les banques. Nous, on vient chercher un produit que les banques font, le trading, qui sont en train de perdre au fur et à mesure grâce à des néo-courtiers comme nous et d'autres. Et puis, ils ont toujours eu des plateformes, je suis désolé, mais des plateformes un peu pourries, avec des frais énormes. Moi, mon père me disait, à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, c'était 1% à l'aller, 1% au retour. Les commissions, c'était colossal. Et puis après, t'avais ça, mais t'avais plus la commission fixe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était énorme, et on s'est dit on veut être le Goliath de l'investissement. Donc on a pris ce nom qui est assez impactant, on le retient, et c'est sympa. Et c'est un peu ce qu'a fait Robinhood. Tu vois, on rien à voir avec la finance. Le nom n'a rien à voir avec la finance. Mais ça touche et on le retient. Donc voilà comment est venu Goliath, et mon associé t'appelle David, donc c'est marrant. Vous avez choisi ensemble, ok, c'est intéressant. Et il y a des courtiers sur lesquels tu t'es un peu inspiré, tu t'es dit moi j'aimerais bien faire je vais pas dire comme ce courtier-là, mais des courtiers, tu t'es dit, c'est une histoire incroyable. On parlait de Trade Republic, mais est-ce qu'il y en a d'autres où tu as pu t'inspirer peut-être de la plateforme? Parce que vous, en fait, ce que je remarque, c'est via ton associé qui est, comme tu dis, un super bon développeur, vous allez mettre l'accent sur la tech. Est-ce que pour toi, tu as des courtiers un peu, c'est des success stories où tu dis, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, mais un peu avec ma valeur ajoutée? Bien sûr, mon associé, il a fait partie des meilleurs de l'école 42. Ouais, de Xavier Niel. Et il a recruté toute son équipe de l'école 42. Donc vraiment, on a une équipe tech qui est très robuste, que ce soit en front ou en back. Et évidemment qu'on s'est inspiré, on va pas se mentir. On a 80%, c'est notre touche. Comme avec tes chaussures. Je plaisante. Pas à ce point-là, mais oui, on a mis beaucoup de notre touche, notre imagination. Et après, on va avoir sur lesquels on s'est inspiré. On s'est pas inspiré d'un Trade Republic ou d'un eToro, mais on s'est beaucoup inspiré de brokers américains comme Robinhood, comme Public.com, qui est... Je connaissais pas. Alors, ils sont hyper connus aux US. Et ils sont très très forts. C'est pour les clients de détail, une nouvelle fois. Clients de détail, très axés communautaires. Et ils sont très très bons. On s'est inspiré évidemment. Après, on a créé beaucoup de choses de notre côté. La partie structurée, on est vraiment les seuls à proposer ça, que ça soit aux US, que ça soit en France. Ça, c'est incroyable. Je regarderai après. Ouais. Après, évidemment, on peut trouver des brokers qui vont proposer des structurés, mais c'est à partir de 5 000, 10 000 euros. Donc, c'est des montants beaucoup plus élevés. Et c'est des produits complètement différents, beaucoup plus complexes. Et peut-être pas. Et c'est pas démocratisé, exactement. Comme vous l'expliquez. Nous, on fait une vidéo. Tu peux aller voir l'application, mais tu peux suivre la barrière de protection de ton produit. Donc, aujourd'hui, tu vas aller voir
comme une action, tu vas voir que ton produit il est à moins 20%, que la barrière elle est à moins 40%. Donc c'est hyper transparent comment suivre ton produit. Et on l'explique de manière très simple. Et c'est un peu la mission de Goliath, c'est tous les produits qu'on sortira, que ce soit des produits simples ou complexes, n'importe qui va pouvoir comprendre et investir. Ok, super. Moi, je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur les services de Goliath. Maintenant, j'aimerais bien repartir plus sur le côté stratégie d'investissement, stratégie de trading. Parlons un peu du coup de ton trading. Tu m'as dit que tu fais du trading depuis que tu as 18 ans, tout à l'heure hors antenne. Peut-être tu l'as même dit dans l'antenne, sauf erreur. À confirmer, on reverra dans la vidéo. Explique-nous du coup un peu c'est quoi ton trading, tes stratégies de trading pour comprendre. Je suis pas un professionnel du tout. Ouais. Je trade très très peu. T'es rentable ou Je suis rentable. Ok. Je suis rentable. Je suis entre 8 et 10% par an. Tu fais des résultats presque d'investisseur en trading, mais au moins tu perds pas d'argent. Voilà. Je trade quand je fais un peu de trading, donc effet de levier pour mon propre plaisir. Je perds sur ça. Je perds de l'argent sur ça. Ouais. J'en ai gagné. Tu fais un peu comme du jeu, tu prends trop d'effets de levier, tu respectes pas certaines règles. Je joue pour mon plaisir personnel sur les effets de levier parce que je suis pas un professionnel et je me suis jamais éduqué là-dessus. Ouais. Par contre, sur l'investissement long terme, je prends des grosses caps et j'investis et je ne vends jamais. Ça, c'est... tu pourras nous citer quelques... Je peux citer quelques actions. Après, encore une fois, on dit devant la caméra, c'est pas un conseil en investissement. Je vais investir sur du LVMH. La chute d'LVMH ces derniers temps, elle est exceptionnelle. Et je pense que Arnaud, c'est le meilleur de son secteur et que sa boîte sera toujours... Puis le luxe, peu importe en fait les crises, situations de crise, il y a toujours des personnes complètement riches pour acheter. Il y a toujours des richesses qui se créent. Quand je vois Kering qui a perdu 50% depuis un an et que j'investis beaucoup dessus... Tu t'intéresses du coup à cette boîte? J'investis sur Kering personnellement. Maintenant, est-ce qu'elle remontera? Je sais pas. Mais je trouve qu'elle est sous-valorisée. 32 milliards pour une boîte qui détient des boutiques du Balenciaga. Balenciaga, ils détiennent pas mal de boîtes dans le luxe. Donc c'est secteur du luxe et donc tu t'achètes concurrent numéro 1 d'LVMH hein. Ouais. Concurrent d'LVMH donc LVMH, Kering, beaucoup de Shopify parce que j'étais dans le e-commerce et je trouve que cette Shopify. Boîte j'utilisais pendant très peu de temps Shopify que sur les 2 dernières années. J'étais sur Magento avant mais Shopify qui est une entreprise exceptionnelle. Je vais investir sur Amazon, Tesla. Je profite parfois de la baisse de Snapchat également. Facebook, donc je prends des très grosses capitalisations sur lesquelles je vais investir constamment parce que c'est des entreprises qui ont tellement d'argent qui sauront pour moi se renouveler en période de crise. On a vu Facebook qui était très très mal à un moment il y a 3 ans, 2 ans par rapport à l'investissement qu'ils ont fait sur tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est les casques, etc. Exactement. Et là, ils ont explosé. C'était un flop complet. Ils ont investi beaucoup d'argent, mais derrière, ils ont su se renouveler avec l'IA et leur action, elle est montée à 450 Donc, toi, ou 500 $. Toi, t'as investi vraiment que dans des grosses boîtes qui sont connues par tout le monde. Tu te dis c'est trop gros pour se casser la gueule sur long terme, qu'ils arriveront bien à se relever. Et dans tous les cas, t'as une diversification suffisamment importante pour ne pas être en difficulté si t'as une boîte qui plante. Parce que ça peut arriver, hein, si, Exactement, bien sûr. Et j'en ai eu. Ces derniers temps, j'ai Orpea, beaucoup. Non. Non, pas Orpea. Alors, Crédit Suisse. J'ai beaucoup investi sur Atos, qui a chuté énormément. J'y ai beaucoup cru parce que il y avait David Layani qui devait récupérer cette entreprise. Je sais pas si tu connais cette boîte ou pas, mais bon, il y a quelques mois, tout le monde en parlait. C'est une grosse boîte tech et il y a un entrepreneur qui est assez reconnu sur le marché, David Layani, qui devait racheter cette entreprise. C'est passé comme quoi il l'a racheté. Ça a été accepté et derrière 3 semaines, bon, l'action a explosé à 2,20, 2,50 et quand il a annoncé que finalement il l'achetait pas, là elle est redescendue à 0,70. Donc on va pas tout le temps gagner. D'ailleurs, c'était une petite cap, donc c'est pas du tout dans ma stratégie, mais c'était dans mon côté parallèle de trading sur lequel j'ai investi dessus. Mais voilà, on peut pas toujours gagner. Je pense que si on prend des grosses capitalisations et qu'on investit constamment là-dessus, en tant que novice de l'investissement, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Donc toi, tu préfères ça aux ETF? Je préfère ça aux ETF et je parle beaucoup à nos clients parce qu'on peut prendre rendez-vous sur la plateforme. On donne pas de conseils, mais plutôt expliquer comment fonctionne Goliath.
Et ça, pareil, c'est votre régulateur qui vous interdit de donner des conseils. Exactement. On est en train d'obtenir notre licence de conseiller en investissement. Mais vous allez pouvoir tout de même faire du conseil, même si vous êtes broker avec la licence. Oui, mais c'est pas moi directement, ça sera quelqu'un qui est conseiller en investissement. J'imagine ils vont pas taper les clients, ils vont pas appeler le PDG. Alors on achète quoi? D'ailleurs, mais moi je fais des rendez-vous avec des clients. Ah, tu fais des rendez-vous. Au bout d'une semaine que tu t'es connecté sur l'application, on t'envoie un mail pour prendre rendez-vous avec moi. Et donc, j'ai une dizaine de rendez-vous par jour qui durent entre 10 et 15 minutes. Ça me prend énormément de temps. Ouais, j'imagine, ouais. Mais pour moi, c'est très important, d'ailleurs, même dans mon premier business, parce que moi, tu de faire le service client. Tu sais ce qu'il faut améliorer, Le service client, je l'ai fait pendant 6 mois sur Goliath. Je l'ai fait pendant 1 an sur ma première boîte. Parce que je veux comprendre. T'es pas détaché de ton business. Exactement. Quoi. T'es dans et tu comprends exactement ce que les gens recherchent, les questions pour améliorer ton application. Toujours, il faut toujours s'améliorer. Et je reviens sur ta question. Est-ce que j'investis sur des ETF? Je pense que d'investir sur des ETF, c'est une excellente stratégie parce que... Moi, je trouve personnellement que c'est la meilleure. Mais vraiment ça pour tout le fait monde. entre 8 et 10% sur des bons ETF. Le problème, et après ça, c'est mon point de vue, c'est que tu vas jamais avoir un ETF qui fait plus 40% à l'année. Tandis que tu peux avoir une action qui fait plus 40%. Et c'est là où c'est mon côté un peu trader qui revient. Ouais. J'aime avoir un peu de volatilité sur une action et te dire, OK, j'ai fait plus 40%. Ouais. Je sais que l'action va redescendre parce qu'elle va pas monter jusqu'au ciel. Donc, je vais la vendre maintenant et je vais la racheter un peu plus tard. Ouais, donc ça, t'es presque sur de l'investissement dynamique, presque swing trading, mais... Je suis sur du long terme. Après, t'as des ETF thématiques qui peuvent exploser parce qu'ils sont thématiques sur l'intelligence artificielle. Il y a un ETF semi-conducteur qui a explosé. Moi, j'aime aussi. pas les ETF thématiques. Je trouve que ça coûte très cher. Je trouve qu'un particulier qui se lance dans une thématique sans maîtriser vraiment le sujet se faire allumer simplement parce que c'est à la mode. Le but d'un ETF, c'est de diversifier pour moi. Moi, je préfère les ETF style indice standard. On fait un DCA. Et moi, je vois les personnes que j'ai accompagnées depuis maintenant, ça fait un bout de temps. Chacun, je leur parle d'ETF. Pourtant, c'est pas mon job. Mon job, c'est vraiment le côté trading. Et les résultats, ils sont incroyables. Même pour des personnes, certains de nos clients qui sont pas bons au trading, qui ont eu du mal, sur l'ETF, ils cartonnent. Et je pense pas, très sincèrement, c'est pour ça que je suis peut-être un peu en désaccord avec toi, je pense pas que sur des actions, à choisir sa petite action comme ça, je pense pas qu'ils prendraient forcément des bonnes décisions parce qu'on se laisse influencer par les médias, par Nvidia, on arrive sur Nvidia, c'est trop tard, il y a des gros mouvements, sur Tesla, c'est pareil. Il y a énormément d'analyse comportementale quand on achète une action. Il y a une décorrélation énorme entre combien la boîte elle va vendre de voitures et c'est pris en bourse. On l'avait vu avec Tesla versus General Motors ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est compliqué quand même pour moi de faire du stock picking. Alors là où tu dis quelque chose de très smart, c'est d'aller chercher des grosses capitalisations, secteur du luxe, intemporel, let's go. Mais après sur le reste, mais c'est ta stratégie. C'est ma stratégie et ça veut pas dire qu'elle est bonne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné la possibilité de créer son propre ETF sur Goliath. Et ça, je le fais parce que c'est vraiment génial. Et ça permet de diversifier avec tes propres actions. La répartition que tu veux mettre 10% sur Shopify et 90% sur Amazon. Eh bien, tu peux le faire. Et quand tu vas mettre 100 €, ça va te mettre 90 € sur Amazon et 10 € sur Shopify, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et les frais sont, en fait, t'as juste des frais d'investissement. Tu vas pas avoir les frais d'un ETF de gestion annuelle. Après, ils sont faibles, quand même, les frais. Ouais, ils sont très faibles. Tellement faibles. Ouais, ils sont très faibles. Mais tu défends bien. Non, mais c'est intéressant. Et on propose beaucoup d'ETF. Bien sûr, on a beaucoup de clients qui investissent sur des ETF. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est que on n'a pas accès à des ETF que aux US ont accès. Il y a pas mal d'ETF. Le style l'ETF Bitcoin, par exemple. Bitcoin. On a des ETP Bitcoin. Il y a des ETP, on propose des ETP. Après, bon, c'est un peu la même chose, réellement. C'est la même chose. Parce que ça va suivre le cours du Bitcoin. C'est exactement la même chose. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, pourquoi, toi, en tant que broker, tu sais nous dire pourquoi, aux États-Unis, ils ont certains produits qui sont pas accessibles pour les clients européens. C'est la réglementation, essentiellement? Honnêtement, je n'ai aucune idée, pour le coup. Demander à Marc, on a eu ce sujet, en plus, là-dessus, mais je me rappelle plus. Ce que je sais, c'est que les régulateurs européens refusent certains codes ISIN. Si je me trompe pas, c'est qu'il n'y a pas de KID sur les ETF américains, tandis que sur les ETF européens, il y a des KID. Donc je sais que ça a beaucoup joué. Après, on trouve des équivalents très souvent. Exactement, il y a des équivalents. Et comme tu dis, nous, on n'a pas notre régulation crypto. Personnellement, je suis pas axé sur la crypto, mais le marché est très important et on a beaucoup d'utilisateurs qui veulent investir sur la crypto.
Et donc, vous n'avez pas le droit de faire des cryptos? Il n'y a pas de réglementation normalement pour les cryptos? Si, il y a une réglementation, on n'a pas été la chercher. Bon, il y a une réglementation pour les cryptos. Des brokers comme FTX, par exemple, ils n'avaient pas vraiment de régule. Alors maintenant, ça se régule. Alors maintenant, c'est régulé. On a PSAN en France. Il y a PSAN en France. Il y a une régule en Estonie qui est plutôt pas mal. Il y en a de plus en plus. Donc oui, il faut se réguler. Surtout pour un acteur comme nous qui est régulé. Si vous n'êtes pas régulé, si vous êtes régulé d'un côté et pas de l'autre, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc là, du coup, on propose des ETP. Il y en a 4, Bitcoin, Ethereum, Polkadot et Solana. Les ETP pour les cryptos, c'est top parce qu'en fait, on délègue le risque de gestion, enfin de protection des cryptos à une boîte professionnelle. Exactement. Et on a un code ISIN également sur les ETP que de se faire, excuse-moi, un peu chier, aller sur une plateforme comme Binance, etc., où tu dois acheter directement, tu laisses sur une plateforme au final où ça peut être un peu risqué. Sauf si tu les mets sur une clé Ledger, etc. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Ça complexifie le truc. J'ai fait une vidéo qui a hyper bien marché sur ma chaîne YouTube. Ouais. C'est sur la chaîne Goliath ou ta propre chaîne? Sur la chaîne Goliath. D'accord, ok. Sur la chaîne Goliath. Et en fait, bon, je dis le nom de la chaîne pour faire un peu de pub. C'est Goliath 92. On essaie de sortir on mettra le lien une vidéo par semaine. Et elle a bien marché parce que je disais je mettais en avant les avantages et les inconvénients d'investir sur des ETF Bitcoin ou ETP parce que bon, c'est la même chose. Souvent les gens, en fait, les ETP c'est la grande famille et dans les ETP t'as les ETF, ETN, ETC. Okay. Je crois que c'est un ETN si je dis pas de conneries. Le truc ETP crypto. Okay. Bon, en fait on s'en fout un peu. en gros ça va suivre le cours du Bitcoin. Donc si le Bitcoin prend 10%, l'ETF Bitcoin va prendre 10%. C'est investi comme si exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir une sécurité du marché boursier que tu vas pas avoir sur la crypto. Ouais. Et t'as pas de chance que quelqu'un vienne sur ta plateforme et te vole ton argent parce que t'es vraiment sécurisé, contrairement à la crypto. Bon, il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients parce que tu peux pas envoyer ton Bitcoin sur une autre plateforme non plus, donc ça c'est un inconvénient. Tu peux pas payer en Bitcoin parce que en fait t'investis juste sur le cours et sur l'évolution. Et nous, nos clients sont là pour investir. Donc on sait que si on ajoute du Bitcoin directement ou un ETF Bitcoin, eh bien pour eux ça va être exactement la même chose. Ils vont être contents et ils vont investir sur le cours du Bitcoin. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Il y en a beaucoup moins par contre parce qu'il y en a très peu des ETP, ETF, et tandis que si tu veux avoir 50 ou 60 ou 100 monnaies différentes, tu dois avoir ta régulation. Ok, super intéressant. Je crois qu'on va pas devoir trop tarder à rendre l'antenne, d'autant plus que là tu as ton train à prendre, mais je voudrais te laisser quand même le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, peut-être sur tes échecs quand t'as créé Goliath, sur tes succès, sur des conseils que tu souhaites donner des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a quand même accès à ce podcast un peu sur ça, ou dans la finance. Avec plaisir. Je te laisse le mot de la fin en totale liberté. Avec plaisir, c'est un point qu'on n'a pas abordé et que je voulais vraiment aborder. Quand on a commencé à rencontrer des VC, on a rencontré tous les plus gros VC en France. Il n'y en a aucun qui a investi dans Goliath. Comment d'ailleurs tu as fait pour les rencontrer? Comment ça se passe? Beaucoup avec LinkedIn, tu les contactes, tu sais. Et ils acceptent de te rencontrer? Ouais, parce que il y a des personnes, c'est leur business de trouver des c'est leur travail de trouver des entrepreneurs. C'est des leveurs de fonds, c'est ça, un professionnel? Alors c'est des VC, mais ils vont avoir pas des sales, mais des employés qui vont aller rencontrer, faire des premiers meetings avec les entrepreneurs. Okay. Et derrière, une fois qu'ils ont fait le premier meeting, ils voient que c'est intéressant, et on va faire les deuxièmes, les troisièmes meetings pour voir si on va plus loin. Donc, j'ai fait des premiers, des deuxièmes, des troisièmes meetings. Aucun VC n'a investi dans Goliath. C'était quoi le refus? Le refus, il est très simple. Il y a trop d'acteurs sur le marché, et les acteurs qui sont déjà présents ne sont pas rentables après 5, 6, 7 ans. Donc tu penses à quoi? Trade Republic, ils sont pas rentables? Ouais, alors Trade Republic, peut-être qu'ils le sont maintenant, mais il a fallu, ils ont levé plus d'1 milliard, 1,5 milliard, je crois, à Trade Republic. C'est incroyable. Il y a d'autres. Maintenant, nous, tu disais rentable dans 6 mois. On va être rentable dans 6 mois parce que on a d'autres business models. On est rémunéré principalement par les personnes avec qui on travaille et pas par nos clients. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, le mot de la fin, c'est de dire que même si on se fait refuser par tous les VC, qui sont généralement des personnes importantes et qui connaissent le marché, il faut aller au bout de son projet, il faut y croire, et ça c'est très important, parce que même si Goliath ne vaut pas pour l'instant 1 milliard ni 500 millions, on vient de closer une levée de fonds. Tu peux dire le montant ou... Pas encore, mais okay. on va l'officialiser dans 2 mois sur une valorisation de 25 millions d'euros. D'accord, donc, ok. Ça donne déjà une idée. Ça donne une idée. On a eu un gros parcours, peut-être un peu plus long que d'autres, mais aujourd'hui, la boîte
a une grosse valorisation, tandis que tous les VC français nous ont refusé pour investir dedans, et on est peut-être l'un des seuls brokers à être rentable après 1 an et demi. Et il y a des noms un peu connus de personnes qui ont investi dans ta boîte? Le monde de l'entrepreneuriat. Alors dans le monde de l'entrepreneuriat, on a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Bendayan, qui est le fondateur de Splasher. On a eu les fondateurs de Fruits. Ouais, Fruits, c'est une application de rencontre, exactement, un peu comme Tinder, qui se sont fait racheter 80 millions d'euros. Ouais, ça a dû cartonner, ça a cartonné cette boîte. Ils ont eu un beau exit. Carrément. Et en fait, on a été voir des particuliers, des entrepreneurs principalement, qui ont soit fait des exits, soit ont des entreprises qui marchent très bien et qui ont très rapidement investi. Et en soi, ça a été beaucoup mieux que des VC, parce que des VC, ça va être beaucoup plus contraignant. Donc voilà, ce que je conseille à des personnes qui veulent entreprendre, c'est surtout de s'écouter soi-même, d'avoir une bonne équipe. C'est très important de pas être seul, de bien s'entourer, et évidemment prendre des conseils des VC, parce que j'en ai pris, principalement sur pourquoi les autres acteurs ne sont pas rentables, mais derrière ne pas abandonner parce que des VC vont vous dire c'est pas bon, et malheureusement ils vous traitent pas hyper bien, parfois ne répondent pas à vos mails, vous venez en rendez-vous, ils disent non mais finalement la personne que vous devez voir elle est pas là, revenez dans 2 jours. Donc ça a été des moments très difficiles quand on est au début du business, que on n'a pas notre licence, que tout se passe pas comme c'est prévu. Quand t'as investi beaucoup d'argent. C'est aussi investi beaucoup et derrière t'as pas d'investisseur. C'est aussi une très grosse raison pour laquelle on n'a pas abandonné, c'est qu'on avait investi 1 million d'euros et il était hors de question pour nous de perdre ce million d'euros là. C'était une perte sèche. Et on savait que on allait se construire, avancer. C'était long. Et pourtant, aujourd'hui, on est là, on a plus d'1 million d'euros de volume, on a 10 millions d'euros détenus sur la plateforme, on a 30 000 clients qui nous font confiance, et on n'est qu'au début de l'aventure. Donc, Goliath, ça sera une entreprise qui est rentable, qui générera beaucoup d'argent, et surtout une plateforme reconnue sur le marché. C'est tout ce qu'on souhaite, qu'on te souhaite sur le côté investissement. En tout cas, c'était incroyable que tu répondes en toute transparence. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo à l'occasion et on reviendra peut-être sur le modèle des brokers, plus côté trading, si par la suite t'en apprends plus sur ce domaine-là, même si c'est pas encore spécialement ce que vous faites, mais probablement un jour ou l'autre vous allez proposer aussi des produits de ce style. Tu peux nous complètement. Alors quoi comme produit, pardon? Des produits de trading, produits à effet de levier. J'imagine c'est là pas tout de suite, mais peut-être l'étape. Pas tout de suite exactement. Alors on le sort dans 15 jours pour peu de clients qui nous ont demandé, mais voilà, on va avoir des produits à effet de levier, que ce soit du forex, des matières premières, des actions. On va avoir beaucoup de produits financiers à effet de levier, et au fur et à mesure, évidemment qu'on va mettre la crypto disponible sur Goliath. Et encore une fois, l'idée c'est de rendre accessibles tous ces produits de manière très simple. L'investissement à effet de levier, je le répète, c'est extrêmement risqué, donc ça sera pas tous nos utilisateurs qui vont avoir accès, et il y aura un questionnaire assez lourd à répondre pour pouvoir avoir accès à ces produits. Ouais, je comprends. Et puis, comme tu l'as expliqué, votre défi, c'est surtout le côté investissement, en tout cas pour le Bien moment. sûr. Mais super intéressant. Écoute, merci beaucoup. Merci à Clark, toi. Si jamais il y a des questions, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, même si Clark nous dit que c'est difficile, il a raison, je suis le premier à le dire. Vous avez une initiation 100% gratuite. Vous avez un lien dans la description, pas de carte bancaire, pas d'affiliation, et vous allez pouvoir découvrir évidemment ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi d'autres liens. C'est le 2e lien d'ailleurs dans la description. Merci Clark. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci d'être passé. Peut-être t'as aimé Genève? J'ai adoré. C'est la 2e fois, j'adore. Ok, parfait. Tu reviendras. Allez, ciao.